Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la démographie. It's the demography stupid. Nous en parlons avec Thibaut Prébet, économiste indépendant et auteur de ce livre désormais dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Bonsoir Thibaut. Démographie, la bombe tranquille, qui est paru au cours de ce mois d'avril aux éditions du Rocher, avec une excellente préface de Jean-Marc Daniel. Oui, on s'était déjà parlé sur le thème de la démographie. Je trouve toujours que le titre va bien, donc je l'ai conservé. It's the demography stupid. Plein de choses à lire, votre analyse effectivement de ce vieillissement démographique accéléré, de ce phénomène de décroissance démographique. Je voudrais qu'on aille assez vite sur le guide pratique que vous proposez au lecteur à la fin de votre livre, mais résumer votre thèse. Il y a une forme de déni encore assez important au sein de la classe politique notamment. Vous dites sortir de ce déni, ça va être très compliqué, alors qu'on est face à un phénomène qui va mettre à l'épreuve nos capacités d'adaptation. Absolument, c'est un sujet qui est passionnant et j'aime beaucoup votre titre. Ce qui est intéressant déjà, et ce que j'essaie de faire dans la première partie de l'ouvrage, c'est de dire deux choses. La première, c'est un phénomène mondial, donc il faut arrêter de regarder ça avec le petit bout de la lorgnette, comme s'il y avait une particularité française à twister et que ce serait réglé. Et j'aime bien dire que sur 195 pays au monde, il y en a 185 qui ont vu leur fécondité baisser. Et les autres, c'est généralement parce qu'elles avaient déjà beaucoup baissé avant. Donc quand on dit ça, il faut bien comprendre qu'on est plutôt dans les très bons élèves, bien sûr, que dans les mauvais, puisque si on prend le tiers de ces pays qui sont développés, on est entre 2e et 3e tous les ans en termes de fécondité. Donc déjà, c'est un sujet difficile. Deuxième point, c'est rappeler en deux mots que la baisse de la fécondité s'explique par deux facteurs principaux. Un, la baisse de la mortalité, qui fait que quand vous voulez 2 enfants, au lieu de devoir besoin d'en faire 4, 5, 6, vous en faites 2. Ouais. Ça limite très fortement la fécondité. Le deuxième point, c'est que notre société sont passées du besoin d'enfants, vital au Moyen-Âge, où 15% de la population est à l'agriculture. Et si vous voulez pas mourir de faim, faut un coup de main, faut des bras, vers le désir d'enfant. Et quand on parle de désir, on parle déjà de choix. Et quand on parle de choix, s'il y a 2 possibilités, c'est toujours moins probable que s'il n'y en a qu'une. Et donc, ça, c'est le premier point de mon livre, c'est d'essayer de parler de ce côté un peu irrémédiable. Et de facto, et on le voit d'ailleurs avec ce programme du Parti socialiste qui est sorti, où il n'y a rien sur la démographie, et il n'y a rien sur l'idée que si on est de moins en moins nombreux, l'équation va être de moins en moins bonne. Et donc, à un moment, la baisse de la dépense, elle est cruciale, parce que on peut pas tout régler par les hausses de recettes quand l'équation se dégrade. C'est des points qui sont hyper importants. Et pour terminer, c'est vrai que face au débat démographique qu'on va avoir, c'est facile de promettre que tout va bien se passer. C'est difficile de dire qu'il faut faire des efforts. Et c'est d'ailleurs probablement, peut-être même impossible d'être élu comme ça. Donc il est vraisemblable qu'on va avoir le droit à des promesses dans tous les sens, des promesses de relance, de fécondité. C'est pour ça que je dis que notre capacité d'adaptation va être mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve, ça veut dire que c'est possible. C'est optimiste, j'aime bien le terme. Bon. Donc on entre dans ce phénomène de décroissance démographique. Alors juste quand même, il faut le dire, ça amène aussi l'idée d'un monde, comme vous l'écrivez, plus régulier, avec moins de croissance, mais aussi moins de chocs, ou en tout cas moins de soubresauts. Je ne sais pas si c'est une phase positive du sujet. En tout cas, c'est un monde moins violent sur le plan de la croissance et des chocs. Non, mais c'est très positif, parce qu'en réalité, il faut avoir en tête qu'un des premiers effets de ce qu'on appelle la cristallisation démographique, c'est-à-dire l'illusion au sens de Stendhal que la transition démographique est un truc sympathique, qu'on idéalise, puis quand ça devient trop tard et qu'on voit les choses sous leur vrai jour, c'est trop tard, justement. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un des premiers effets, c'est que ça effondre le chômage. Parce que vous avez de moins en moins d'arrivants, de plus en plus de sortants. Quand vous n'avez pas de chômage, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe exactement ce qu'on a connu par exemple en 2022, qui est une année boursière cataclysmique, dans laquelle, au final, les entreprises, face à une économie qui va pas bien, n'arrivant pas à recruter, ne licencient pas. Exactement comme par exemple au Japon en 2008. Versus des économies comme celle des États-Unis en 2008, où quand vous avez un chômage de masse, toutes les boîtes savent qu'elles peuvent recruter. Donc face à un début de crise, tout le monde licencie, qui crée des effets multiplicateurs. Alors si on se dit qu'on va avoir des économies plus régulières et que la croissance, en fait, c'est un moyen de sortir de la pauvreté dans des pays pauvres. Une fois que vous êtes riche, elle a un changement dans votre vie, un impact. Est-ce que les Allemands ont senti que depuis 3 ans, ils avaient beaucoup moins de croissance que les Français ? C'est pas complètement évident. Donc vous pouvez vous dire, une économie plus régulière, avec une pente plus faible, c'est probablement pas un drame, parce que parfois, perdre son emploi, se retrouver en difficulté alors qu'on a 10 ans à tirer, c'est plus grave que d'avoir un peu moins de croissance. Alors, pour le trading day-to-day, la volatilité c'est bien, donc ce monde-là, ce sera peut-être pas le meilleur monde pour les traders, mais pour l'investissement, on s'en passera. Non mais pour l'investissement de long terme, là ça m'intéresse beaucoup. Et vous intégrez, alors on est tous en quête de sens aujourd'hui, évidemment, et c'est important. Je dénigre pas du tout ce terme, quand même il est peut-être un peu galvaudé, mais comment on donne du sens à ces investissements ? C'est une question qu'on se pose régulièrement. Comment on donne du sens démographique à ces investissements, Thibaut ?
Alors c'est vrai que déjà, il y a deux types d'actifs, de grands actifs financiers, et un dur, c'est l'immobilier, l'obligataire et les actions. Si on commence sur l'immobilier, vous constatez que tous les pays qui ont connu des difficultés démographiques ont connu, un, des effondrements immobiliers de manière généralisée, et deux, des regroupements autour des mégapoles qui ont, un, l'emploi, et deux, la vie culturelle que les jeunes recherchent. Et donc, par exemple, au Japon, vous avez à la fois des prix à Tokyo qui sont restés extrêmement élevés, et ailleurs, des maisons qui sont gratuites. Si vous prenez... Et ce qui est intéressant, c'est que comme les gens anticipent le retournement démographique sur l'immobilier, ça vient de plus en plus tôt. Et de facto, en Chine, on n'a pas attendu 15 ans après le retournement démographique, on a dès le début eu des baisses immobilières. Donc, un des premiers conseils que je donne dans ce livre, c'est si vous voulez faire de l'immobilier, faites-le dans les zones de luxe, où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais allez faire de l'immobilier dans une zone parce que c'est pas cher. D'un point de vue démographique, si on regarde l'historique, le sud de l'Italie, c'est la même chose, ça finit par valoir pas loin de zéro. Donc, c'est un premier point, c'est sans effet rareté, l'actif immobilier n'est pas démographique. Voilà. Sur l'immobilier, est-ce que la France est un cas aussi un peu particulier? Vous citez l'exemple de l'Espagne, qui a connu une crise immobilière importante, évidemment, il y a eu une quinzaine d'années maintenant. La France, avec une offre qui a jamais explosé, comme on l'a vu en Espagne, est-ce qu'il y a une forme de protection de ce point de vue-là? Il y a une forme de protection, mais le problème, c'est que la France est aussi un pays qui est extrêmement centralisé. Et donc cet effet est quand même déjà très présent chez nous. Alors c'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu cette idée du télétravail qui a un peu inversé, peut-être temporairement, le phénomène. Toute la question, en fait, pour moi, elle n'est pas là. Elle est de se dire, si on se rend compte que dans tous les pays qui s'accumulent, où on a une récession démographique qui pèse sur l'immobilier, à quel moment on va commencer à le prévoir 5 ans, 10 ans, 15 ans avant? C'est-à-dire que si on vous dit, dans 20 ans, votre marché immobilier il va perdre 25, est-ce que quelque part, vous avez encore envie d'acheter? Et moi, je pense qu'on risque d'avoir des anticipations de plus en plus tôt de ces baisses démographiques du marché immobilier, parce que les cas vont commencer à venir de plus en plus nombreux. On a eu le Japon, l'Allemagne, on commence à avoir l'Italie, l'Espagne, on commence à en avoir de partout. Si tout le monde le voit venir, peut-être que vous trouvez plus grand monde pour acheter en dehors de Paris, Bordeaux, enfin les grandes villes. C'est aussi un sujet qui est peut-être pas encore dans les programmes des partis politiques, mais qui s'invite quand même dans le débat public grâce à des livres comme le vôtre. Oui, puis aussi parce que l'immobilier, c'est En 20 ans, j'ai jamais entendu autant parler de démographique que ces 18 derniers mois, par exemple. Et c'est normal parce que, la campagne présidentielle va être démographique, soit pour des raisons sociétales, civilisationnelle, en disant si on n'a pas assez de main-d'œuvre, on va avoir besoin de main-d'œuvre étrangère, et c'est un sujet sur lequel les partis comme le RN parlent régulièrement, soit parce que simplement on a une équation du système de retraite qui se dégrade. Beaucoup de partis de gauche ont tenu sur vous inquiétez pas, le Conseil de l'orientation des retraites dit que c'est super financé, puis une fois que vous enlevez vos 2 puis vos 1,80 et que vous passez à 1,50, les paramètres vont être réévalués là. Et là ça devient complètement dégueu. Et en fait, en réalité, aucun parti n'est lucide. Ils cherchent tous un moyen, d'utiliser leur marotte pour dire qu'ils ont raison, et de ne pas froisser les électeurs. Moi, j'aime bien utiliser cette expression de Abraham Maslow qui disait « Quand on a un marteau, tout problème ressemble à un clou ». Donc si vous êtes écolo, vous dites c'est l'éco-anxiété qui crée la baisse de la fécondité, il faut travailler contre. Si vous êtes dans l'immobilier, vous dites c'est les prix trop élevés qui dissuadent. Voilà. Si vous êtes très à droite, vous dites c'est la baisse de la religion qui fait perdre du sens. Et en fait, quelle que soit votre marotte, ça marche. Donc en fait, on va observer cette espèce de truc autoréalisateur où tout le monde va venir sur la démographie parce qu'au final, son explication, ça marche pas mal. Et en réalité, il n'y en a probablement aucune qui ne marche. Et donc voilà pour la partie immobilière. Si je passe sur l'obligataire, le débat là pour le coup est pas du tout tranché. C'est un actif démographique par excellence là. Pas du tout parce que dans mon avis, je suis entièrement d'accord, mais le débat s'est un peu inversé parce qu'au début on disait en fait on observe que le Japon et l'Allemagne c'est les 2 premiers pays déflationnistes, donc manifestement l'automne démographique puis l'hiver démographique c'est déflationniste. Et puis les gens ont commencé à dire les retraités consomment plus que les autres, s'il y a de plus en plus de retraités, ils vont consommer de plus en plus, on va avoir de l'inflation. Moi ça me paraît débile parce que, excusez-moi l'expression, je pense que le pouvoir d'achat des retraités n'est pas garanti justement dans un hiver démographique, parce qu'on ne peut plus leur donner le même financement, et que si on ne peut plus leur donner le même, leur consommation va de facto baisser. Et donc je pense qu'en fait, on est dans une logique déflationniste, et que l'actif obligataire est un bon actif, mais il faut être clair sur le fait que c'est moins consensuel que le reste. Oui. C'est un actif démographique par excellence, c'est parce qu'il profite de ce... Mais beaucoup de démographes vous diront le contraire. D'accord. C'est mon avis. Mais c'est pas un... C'est un avis contrariant, vous dites là. Alors, contrariant, je dirais que c'est assez divisé. C'est un avis discutable, peut-être. Contrariant, c'est peut-être un peu agressif, mais discutable. Sur les actions... Action, c'est quoi les secteurs qui ont du sens démographique? L'action, c'est extrêmement simple, c'est de rappeler une chose, c'est qu'on a un tropisme qui est faux, qui est de regarder la taille de la population. Or, vous constaterez que 90% des métiers s'adressent à une frange de la population, mais pas à la totalité de la population. Alors, je fais en démarrage de mon livre ce parallèle en parlant des couches qui sont plus vendues aujourd'hui au Japon pour les seniors que pour les enfants, qui est un des rares exemples qui fait le lien. Mais la réalité, par exemple, c'est que si vous êtes une auto-école,
vous voulez savoir combien de gens ont 18 ans chaque année. Oui. Mais si des gens aveugles et sous Alzheimer vivent 50 plus, ça ne crée pas naturellement une clientèle supplémentaire, en tout cas on ne le souhaite pas. Et donc la réalité est que vous avez besoin de savoir si les tranches vont augmenter. Évidemment, ce n'est pas le cas, elles vont toutes baisser. À une exception, c'est la tranche des retraités qui est assez homogène sur les besoins de santé. Donc dans cette logique, si vous êtes dans une logique je veux plus de clients, la silver economy est problème plus que la silver economy que les médicaments, où là le prix restant un actif très politique peuvent être un peu sanctionnés, est quelque chose de très logique. Alors le scandale Orpea a rebattu les cartes parce que tout le monde y allait, plus personne n'en veut. Ça reste selon moi une classe d'actifs qui est traditionnellement quelque chose de très adapté démographiquement. Et puis ensuite, si vous dites il n'y a pas d'autre population qui va augmenter que celle des seniors, vous dites si la population n'augmente pas, vous pouvez chercher des choses qui créent de nouveaux besoins. Puisqu'en fait, s'il y a un nouveau besoin, par définition, vous partez de zéro, donc vous pouvez générer de la croissance. Et donc, évidemment, dans ce genre de choses, la technologie et les valeurs vertes, sur des secteurs, pour le coup, bien ciblés, sont des choses qui ont beaucoup de sens. Pourquoi les valeurs vertes ? Quel est le lien, là ? La valeur verte reste un énorme secteur d'innovation et qu'on sort tout le temps des nouvelles propositions de valeurs qui n'existaient pas avant. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à des sujets type éolien, machin, qui sont dans le débat public, et encore une fois, qui sont très étatiques. Il y a beaucoup de sujets, il y a toujours beaucoup d'innovations, on parle de la capture de carbone, de ce que vous voulez. Tout ce qui revêt de l'innovation doit prouver, et c'est un des points de mon livre, que c'est un progrès. Mais si c'est un progrès, alors, comme on part de choses qui sont inventées, qui n'ont pas encore d'utilisation, la croissance est possible. A contrario, si vous parlez de grande distribution, qui est déjà une catastrophe boursière depuis quelques décennies, que vous parlez de vestimentation, eh bien, c'est vrai que c'est des secteurs qui ont beau être pas chers, donc value. Pour moi, ils sont structurellement très liés au nombre de consommateurs. S'ils baissent, la création de valeur est inexistante, d'autant plus dans un monde où la révérification de la main-d'œuvre va augmenter beaucoup le prix de la main-d'œuvre à bas coût, et uniquement celle-là. Et pour ces secteurs-là, c'est une catastrophe. Et donc, tous les secteurs un peu traditionnels, on pourrait mettre les banques dedans, sont des secteurs que moi je recommande. Ouais, d'accord. Sur des perspectives d'investissement long terme. Là, mais l'avantage de ce driver de la démographie, c'est que ça permet justement de se projeter. Mais moi, mon expérience, c'est que vous avez toujours beaucoup de chances de gagner quand vous êtes sur une tendance de long terme et peu de chances de perdre. Vous voyez, si aujourd'hui vous dites... ça rallonge... Non, mais cette dimension rallonge forcément les horizons de temps et de vision. En fait, si vous n'achetez pas des actifs qui sont plombés à 20 ans, vous avez aussi moins de chances de vous planter sur 2 ans. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on l'a vu, par exemple, avec les acheteurs du Nasdaq. Quand vous achetez un truc qui monte tout le temps, quand vous prenez une claque, c'est plus facile à tenir que si vous êtes sur un actif qui est très en difficulté. Donc, voilà un peu des guides d'investissement. Alors, évidemment, ça va beaucoup plus loin que cela. Mais la logique, c'est de donner des règles un peu simples, de bon sens, adaptées à la démographie. Bon. Ça démarre bien ou pas ? À 3, il est sorti il y a une semaine. Donc c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. Bon, j'en sais rien. Sur les petits marchands, ils en ont plus beaucoup en stock, donc j'espère. Et les retours de ceux qui ont eu la gentillesse de le lire et d'en faire des chroniques sont très positifs. Maintenant, toute la question va être justement de savoir si ce sujet, qui est un sujet grand public, s'installe vraiment dans le débat. C'est le style dans lequel j'ai voulu écrire ce livre. C'est votre style. Voilà. Pour ceux qui vous connaissent, il n'y a pas de doute. Est-ce que ça fonctionnera ? J'espère que j'aurai beaucoup d'occasions de revenir vous soulever avec la démographie. Merci beaucoup et félicitations Thibaut pour ce bel accouchement. Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher. Thibaut Prébet qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.